Merci pour l'invitation. Alors, je parle aussi de Spinoza, mais je rentre à la question de l'autorité par un autre angle. C'est l'angle de la politique, la question de l'État dans les traités théologico-politiques. Alors, avant d'entrer dans la question, dans l'argument de Spinoza, j'aimerais parler un peu du contexte de la publication de ce livre qui est le premier livre, traité philosophique de l'Occident qui défend ouvertement, avec la logique, la démocratie. Si on retourne à Platon, à Aristote, la philosophie a été de tous les temps aristocratique. On croyait qu'un gouvernement des hommes rationnels serait mieux qu'un gouvernement démocratique. On avait des positions mixtes chez les historiens comme Polybe, mais toujours c'était l'idéal aristocratique. Et ces philosophes ici, ils commencent à dire, c'est la première fois, que c'est pas ça. Il est dit, au nom de la raison, c'est traité, les études des historiens, je cite surtout Jonathan Israel, de Les Lumières radicales. Il a montré que ces traités ici, il a influencé toute la génération radicale de Lumière, les gens qui ont soutenu la révolution, c'est-à-dire la transformation du régime monarchique de l'ancien régime dans un régime démocratique. Des gens comme Diderot, des gens comme Montesquieu, Thomas Paine, Benjamin Franklin. Alors, ce que je veux faire, c'est suivre l'argument de Spinoza dans le chapitre 20 du livre. C'est l'ultime, le dernier, où il prouve que la démocratie, c'est le mieux, parce que c'est là qu'on va pouvoir être libre et la plupart des de différences vont pouvoir s'exprimer, mais on va trouver une position qui est problématique parce qu'il va soutenir qu'il faut empêcher un type d'altérité, que c'est l'altérité antidémocratique. Et ça, c'est une question, disons, espèce de polémique qu'on va suivre. Alors, par rapport au livre, le traité théologique politique, il a 20 chapitres. Les 15 premiers sont chapitres de critique de la théologie. Critique de la Bible, c'est le... Spinoza, il fait une critique avec un poids dans l'hébraïque ancien pour démontrer que du point de vue de la raison, on ne trouve pas aucun fondement pour quelqu'un qui veut tirer dans la Bible des arguments pour fonder un État théocratique. Pour ceux qui prennent la Bible comme de loi pour faire un gouvernement théocratique. Ça, c'est du point de vue des arguments, il va contre-argumenter les gens de la théocratie. Mais quand on passe au chapitre 16 jusqu'au 20, ce qu'il va soutenir, c'est il ne suffit pas de faire des arguments contre ces gens-là. Parce qu'ils opèrent avec la passion. Il faut, pour, disons, combattre cet enfant qui veut empêcher la raison, qui veut empêcher la lumière, l'humanité, l'éclairement de l'humain, il faut un État concret. Il faut construire un État démocratique capable de garantir la liberté de tous, mais on va voir capable aussi d'empêcher que de fondamentalistes, de gens violents, puissent accaparer le pouvoir pour empêcher les Lumières et la démocratie. Alors, je passe... avant de passer à la construction logique et ontologique de l'argument, je dis ontologique parce que l'argument de Spinoza, il est fondé dans son ontologie, son idée de nature. On va voir ça, la question du parallélisme, tout ça va entrer. Seulement, la littérature secondaire, disons, la question, Spinoza a été pendant beaucoup de temps interprété comme une espèce de philosophe hobbésien, qui lui aussi, Hobbes, il était contre le théologue. Mais après les années 80, c'est surtout avec la publication de l'Anomalie sauvage de Negri,
ce que Negri a dit, il y a une différence radicale parce que Spinoza, il change l'angle de vision de la politique. Hobbes, il parle du point de vue des hommes qui vont gouverner l'État, par l'État, la société civile. Alors pour Hobbes, la question c'est comment, à partir de l'État, construire une société, contrôler une société pour empêcher la théocratie. Pour Spinoza, selon Negri, c'est ce qu'il appelle l'anomalie sauvage. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt une philosophie anomale parce qu'elle part du point de vue de la société civile contre l'État. Peu avant, Pierre Clastres avait publié son livre « La société contre l'État » et c'est cette thèse-là. Mais il y a un problème avec cette thèse parce que ce qui Negri soutient, c'est que la politique, elle se passe seulement de ce point de vue-là, contre l'État. Et après, Balibar, il a contre Negri dit non, c'est pas ça. Spinoza, bien sûr, il parle du point de vue de la société civile, mais il ne parle pas contre l'État. Il parle d'une société civile qui a construit son propre État démocratique. C'est-à-dire, ce n'est pas une philosophie sans médiation institutionnelle, c'est au contraire. Il faut construire les institutions. Et c'est ces points de vue-là que je crois que c'est les plus sauvages, disons. Ce n'est pas celui des... Sauvage, ça veut dire plus conforme à la nature ou à la liberté. Et dans ce point de vue-là, c'est Balibar plutôt qui a raison et pas Negri. Alors, allons au chapitre 20, c'est le dernier. Il a trois moments logiques des démonstrations. On va voir, c'est précisément contre Hobbes. Le premier mouvement, c'est un mouvement qui prouve l'impossibilité de suppression de la liberté. L'impossibilité pratique de ce que Hobbes voulait, d'une suppression de liberté pour fonder l'État. Et d'abord, la liberté, dans le chapitre 20, c'est une liberté individuelle, c'est une liberté de juger par soi-même, ce qui Spinoza, sur le vrai et sur le faux, sur le bien et sur le mal. Et ça veut dire c'est la liberté de s'autodéterminer, la liberté d'enchaîner par soi-même ses affections. Cette liberté-là, je vais vous sauter Hobbes parce que c'est trop évident que pour Hobbes, il faut déposer sa propre liberté au nom de l'État. Mais Spinoza, ce qu'il va dire, c'est le suivant. S'il était aussi facile de commander aux âmes qu'aux langues, il n'y aura aucun souverain qui ne règne en sécurité et il n'y aura pas de gouvernement violent, car chacun vivrait selon la complexion de détenteurs de pouvoir et ne jugera que d'après leurs décrets du vrai et du faux, du bien et du mal, du juste au de l'inique. Mais, comme nous l'avons fait observer au commencement du chapitre 16, cela ne peut être. Il ne peut se faire que l'âme d'un homme appartienne entièrement à un autre. C'est ontologiquement impossible. Personne, en fait, ne peut transférer à un autre, ni être contraint d'abandonner son droit naturel. Il ne peut pas transférer, parce que ses idées, ses affections seront toujours son propre œuvre, soit par adéquation, soit par inadéquation. Il ne peut pas transférer son droit naturel ou sa faculté de faire de sa raison un libre usage et de juger de toutes choses. Alors, même en surveillant les esprits et contrôlant les usages de la langue dans l'espace public, comme le voulait Hobbes, l'État ne pourra jamais détruire ontologiquement, du point de vue de la nature, disons, du point de vue sauvage, la liberté d'autodétermination de penser et sentir qui est l'expression immédiate du droit naturel de chacun. L'image, c'est le souverain ne peut pas faire que quelqu'un aime ce qu'il haït ou haït ce qu'il aime dans les fonds de son cœur. Il peut contrôler la langue si les personnes n'expriment pas la vérité, mais pas ce qu'elles sentent. Alors, devant cette impossibilité, la conclusion de Spinoza est logique. Des formes d'organisation de l'État le plus stables et plus conformes à la nature humaine sont celles qui ne s'opposent pas à la liberté de penser et sentir des individus,
mais qui, bien au contraire, reconnaissent la liberté comme finalité de l'État. Ce sont qui laissent l'expression de la liberté être totale. Et qui s'organisent alors pratiquement pour aider les individus à préserver et augmenter cette liberté. Mais alors on passe au second moment, parce qu'il faut quand même limiter la liberté des individus, sinon on retourne à l'état de nature dans les Saint-Robésiens. La liberté, elle ne peut pas être illimitée, parce qu'une liberté illimitée serait le retour à l'état de nature. Alors, il faut trouver une juste mesure entre sécurité et liberté. Et Spinoza part alors de deux impossibilités logiques et ontologiques. D'un côté, l'État ne peut pas supprimer la liberté des individus, on avoue, et de l'autre côté, la liberté de chaque individu ne peut pas être totale. Il faut trouver une juste mesure. Et l'argument de Spinoza, il présuppose une distinction à l'intérieur du concept de liberté politique. Il a une liberté politique individuelle, qui c'est la liberté de penser, de sentir et d'exprimer ça. Et il a une liberté politique qui c'est cette fois sociale ou collective, c'est la liberté de participation dans les décisions du pouvoir souverain. Il s'agit alors d'une liberté que les individus ne peuvent exercer que dans les sphères publiques en faisant partie d'un corps social déterminé. C'est lui que Spinoza appelle le summa potestas. C'est un corps collectif de citoyens dont les actions donnent les directions à l'État. Et dans les démocraties, bien sûr, l'argument, il ne veut que pour les démocraties, ces pouvoirs souverains, il est exercé de façon collégiale et temporelle, il dit. Dans les assemblées régionales, provinciales aux 7 provinces unies, et après dans l'assemblée fédérale de cette province unie. Alors, les citoyens individuels peuvent avoir une liberté illimitée d'utiliser la langue pour exprimer ses opinions. D'abord pour sentir et penser, après pour exprimer ça. Mais, et ça vient, il ne peut pas avoir une liberté totale d'agir dans la République. Par exemple, d'agir contre les lois ou de changer les lois. Alors, pour clarifier, et l'intéressant de cet exemple qu'il va donner, c'est qu'on voit que cet fondateur de Lumière radicale, l'argument est même contre celui qui va agir au nom de la raison. Parce que la liberté politique, elle n'est pas la liberté seulement des hommes qui utilisent la raison, mais c'est une liberté de toutes. Alors, l'argument est le suivant. Un citoyen faisant usage de sa raison aurait connu de façon adéquate qu'une loi ou une constitution politique mettra à risque la sécurité de l'État et au nom de la liberté ou de la justice, il peut faire deux choses. Il peut tenter d'opérer de façon unilatérale pour abolir cette loi ou transformer l'État, et selon la détermination de loi et de l'État ou de la puissance sociale, il peut être considéré comme un criminel. Et la seconde possibilité, le citoyen, il décide d'exprimer ses idées aux autres citoyens dans les sphères publiques et de présenter au pouvoir souverain un plan d'action pour transformer l'État au nom de la liberté ou de la justice. Alors, ces citoyens-là, ils opèrent selon le bien public, ils seront dignes de respect. Même si les citoyens, il avait raison, s'il fait des actions unilatérales contre le pouvoir souverain, il peut être puni pour des raisons ontologiques. C'est ça les points. Alors, je passe maintenant, c'est bien clair que dans ce cas-là, il faut que la liberté soit limitée. Ça veut dire, premièrement, on avait une liberté totale pour l'individu, pour les individus de penser, sentir et exprimer. Maintenant, on a une liberté d'action qui doit être limitée. Mais ça contredit précisément, tout ça est fondé dans l'ontologie, l'idée de
parallélisme ou d'égalité des attributs. Parce que selon Spinoza, ce qui arrive dans l'esprit et ce qui arrive dans les corps pour des raisons ontologiques. Alors, ça n'aura pas de connexions logiques si on pourrait être totalement libre dans l'esprit et on ne pourrait pas être totalement libre dans les corps, dans les actions. Alors, on va voir que Spinoza, pour être cohérent, il va donner dans les trois moments une limitation aussi de pensée, et ça, c'est bien polémique. Alors, ce que Spinoza dit est qu'il faut aussi limiter la liberté des pensées dans la démocratie. Mais ça, c'est le point. Mais quel type de pensée? C'est ça le point qui est... Et Cicéron, je lis Spinoza, le pensée, les doctrines, les idées ou les affections qui vont mettre en question le pacte démocratique. Ce sont seulement les idées antidémocratiques qu'il faudra que l'État empêche avec violence. C'est ça. Je cite Spinoza. Il n'est pas moins aisé de déterminer, il dit que c'est facile, de déterminer quelles opinions sont séditieuses dans l'État. Quelles opinions? Ce sont celles qu'on ne peut poser sans lever le pacte par lequel l'individu a renoncé à son droit d'agir selon son propre jugement. C'est le pacte, selon le chapitre 16, le pacte démocratique. Parce qu'au traité théologique politique, il ne parle que de la démocratie. Alors, je sais que c'est un peu choquant, mais c'est tout à fait d'accord avec son ontologie, c'est logique. Et si on transpose l'argument pour le moment, je les trouve par exemple chez Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, quand elle décrit l'avènement du totalitarisme dans l'Europe dans les années 30, elle disait qu'il a deux formes. Il est d'abord en mouvement qui naît à l'intérieur de la société civile démocratique, comme en Allemagne, comme en Italie, la Russie, elle n'était pas démocratique, mais c'est d'abord en mouvement et après il devient régime. Et la question de comment on peut empêcher les mouvements, le populisme, le fascisme, les totalitarismes, quand il naît dans la démocratie, cette force qui a le pouvoir de transformer la démocratie dans le contraire, comment on peut empêcher ça d'arriver? Alors, c'est problématique, je le sais, mais c'est tout à fait logique et c'est d'accord avec la philosophie de Spinoza, l'argument. Merci beaucoup.